Bonjour et bienvenue dans le podcast Kampai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos locaux Yann Richard, directeur commercial chez Chapka Assurance. Bonjour Yann. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de cette visite, de venir directement chez Kampai. C'est quand même beaucoup plus sympa de venir en direct que d'être à distance. C'est plus sympa, c'est vrai, pour enregistrer. Avec toi aujourd'hui, on va évidemment parler d'assurance voyage, c'est ce qui intéresse nos auditeurs. Alors tout de suite, on va commencer par parler de toi, en fait, évoquer ton profil. Donc tu es né en 1971 et tu es titulaire d'un BTS Tourisme. Donc très rapidement, tu te diriges dans ce qu'on appelle le travel, en fait, le voyage. Tu commences ta carrière en tant que commercial dans la vallée de la Loire et puis en 96, tu montes en B2B. Donc je vais rapidement expliquer ce qu'est le B2B. En fait, c'est le business to business. Pour nos auditeurs qui ne le savent pas, en gros, c'est que tu travailles en tant que professionnel avec des professionnels et non pas avec le consommateur final. Donc tu commences ta carrière dans une agence de voyage, dans le voyage je veux dire, dans une agence qui vendait la destination Italie. Et puis rapidement, tu deviens commercial chez Asia, donc qui est une très très grosse agence de voyage qui vend tous les pays d'Asie en 1998. Donc ça ne nous rajeunit pas pour nos auditeurs les plus jeunes. Alors, tu restais quand même 11 ans chez Asia. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passait à l'époque ? Est-ce que le Japon était déjà une destination phare ou est-ce que justement c'était en devenir ? Et puis toi, un petit peu ton activité, parce que tu as gravi les échelons en fait jusqu'à devenir directeur des ventes et de la formation. Donc je te laisse nous raconter cette expérience chez Asia. Ça nous ramène effectivement quelques années en arrière. Oui, en 98, j'ai rejoint l'équipe d'Asia et son créateur, Jean-Paul Chantraine, qui a été un grand inspirateur pour moi. J'ai travaillé d'abord à Paris, puis je suis venu dans le sud-ouest et je m'occupais d'une zone qui allait de La Rochelle à Perpignan, à visiter les agences de voyage. Et effectivement, à l'époque, le Japon n'était pas perçu comme une destination majeure pour le marché du tourisme en France et pour Asie en particulier. Le Vietnam, la Thaïlande, le Sri Lanka étaient des destinations qui vraiment tenaient le haut du panier. Et Jean-Paul Chantraine, à l'époque, avait réussi à convaincre avec ses équipes certains grands distributeurs de faire des opérations nationales pour vendre le Japon. Et ça a été l'occasion de former un certain nombre d'agents de voyage à travers la France pour vendre le Japon sur des packages de courte durée, 10, 12 jours maximum, sur des budgets qui étaient hyper serrés, évidemment. Mais ça a permis de lancer le Japon, et je sais, parce que je suis encore en contact avec les équipes d'Asia par amitié, au vu de notre histoire commune, que c'est devenu une de leurs principales destinations. Et il y a beaucoup de repeaters qui vont au Japon et qui reviennent au Japon. Donc pour ma part, j'ai accompagné le développement. Je suis venu, donc, comme je le disais, dans le sud-ouest. Et puis, j'ai bénéficié d'une organisation nouvelle. Je suis devenu directeur de la formation, puis directeur des ventes. Donc j'accompagnais le développement des ventes au fur et à mesure. Et j'avais cette chance, parce que chez Asia, c'était un cas très important, c'est d'aller en destination. Ça m'a permis d'aller dans de nombreux pays, à de nombreuses reprises. Et c'est vrai que on vend bien que ce qu'on connaît. C'est une réalité. En particulier sur le Japon, mais pas que. Et donc, effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller au début des années 2000 à 3 reprises sur la destination Japon. Mais je crois qu'on en reparlera un peu plus précisément. Donc entre 98 et 2009, le Japon est monté en puissance, si je comprends bien, chez un tour opérateur comme Asia. C'est passé d'un pays entre guillemets mineur dans le catalogue à un pays majeur, effectivement. Asia, c'est, pour donner des chiffres, c'est à peu près 75 millions à 80 millions de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est une maison importante, qui fait partie des 30 plus grands tour opérateurs en France. Et effectivement, le Japon a monté. Mais je sais par expérience en B2B, tu le disais tout à l'heure, qu'effectivement sur d'autres opérateurs, le Japon a énormément développé. C'est une destination jusqu'à ces dernières années qui continue à se développer. Alors évidemment, on a eu les JO post-Covid un peu décalés avec une ambiance JO moins festive qu'à Paris cette année. Mais ça tient le haut du panier parce qu'il y a une diversité à la fois culturelle, de paysages, de choc de culture aussi, que recherchent les voyageurs à travers le monde. Et c'est vrai que là où les destinations Japon, parce que je pense qu'on peut parler de destinations au pluriel, sont devenues un must pour les voyageurs. Que ce soit un voyageur indépendant, un voyageur de groupe, un jeune qui vont à la découverte. Et c'est vrai que la culture, on parle souvent de la culture manga, et dans la jeune génération, dont je ne fais plus partie, effectivement, le Japon est un must.
Après 11 ans chez Asia, donc tu passes chez Club Med. Donc c'est pas non plus un virage parce qu'on reste dans le tourisme, mais un petit peu dans un autre type d'activité. Tu deviens directeur régional Est de la France, puis directeur commercial B2B à Londres, si je ne me trompe pas. Là, pareil, tu vas y passer un moment, une dizaine d'années. Alors, comment ça se passe pour toi? Alors, tu t'éloignes un petit peu du Japon, mais comment ça se passe ce métier, en fait, ces métiers chez Club Med? Bah, je m'éloigne du Japon, oui et non. Alors en fait, pour la petite histoire, je suis arrivé au Club Med, là aussi une rencontre. Je parlais de venir vous rencontrer ici à Périgny, à côté de La Rochelle, mais lors d'une finale de rugby. Bon, il n'y avait pas La Rochelle à l'époque, hein, c'était Toulouse contre Clermont-Ferrand. Je suis assis à côté du directeur commercial de Club Med, Éric Chauvet. Et puis, passionné de rugby, il me dit, voilà, j'ai un poste de directeur des ventes. Est-ce que ça t'intéresserait? Moi, j'étais très bien chez Asia, pas forcément attiré par du voyage de masse. J'aime bien le voyage à la carte. Et puis, il me dit oui, mais il y a une expérience possible. Je sais que tu as envie d'aller bosser à l'étranger. Tu fais une partie de ton expérience en France à la rencontre des agences de voyage pour développer le Club Med dans les agences de voyage. Et tu verras ensuite, il y aura des opportunités. C'est ce qui s'est passé. Et je ne me suis pas si éloigné du Club Med parce que entre la direction des ventes sur l'Est de la France, puis la direction commerciale sur le Royaume-Uni, j'ai passé un an en Russie avec les équipes du Club Med. Il y avait un bureau là-bas qu'on a installé. Et eux, le Japon, c'est la porte à côté. Ils ont déjà fait un bout du chemin. Et donc, j'ai eu l'occasion d'accompagner des agents de voyage pour vendre le Japon, puisque Club Med a 2 propriétés au Japon, notamment une à Sapporo. Donc, voir le Japon hivernal avec une qualité de neige qui est juste dingue. Je suis un fan de rugby, comme j'ai dit, mais je suis un fan de ski aussi. Et je n'ai jamais vu une neige poudreuse aussi légère que j'ai pu la découvrir au Japon. Donc le Japon, et quand on y pense, il y a eu un petit fil rouge qui a traversé ma carrière et qui continue à le traverser. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et alors, mars 2020, donc ce mois dont on se souvient tous, peut-être qu'on n'aimerait pas, mais pour le Covid, c'est ce mois où tu vas quitter Club Med pour rejoindre Shapka, donc, qui est l'entreprise dans laquelle tu travailles actuellement, donc depuis déjà 4 ans et demi. Shapka, donc tu es directeur commercial chez Shapka. Donc pour citer un petit peu pour nos auditeurs, Shapka c'est un courtier spécialiste de l'assurance voyage depuis déjà plus de 20 ans. Et alors nous on se connaît parce que tu es partenaire de Kampai et puis également de l'agence de voyage Keikaku. Donc comment on bascule de Club Med à Shapka? Et puis aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien de directeur commercial? Quand on bascule, aussi une rencontre. L'humain, je le disais, c'est au cœur de ma carrière. Un ami me dit que Shapka cherche un directeur commercial. Je rencontre le créateur de Shapka, Geoffroy Bonnet-Aymar, et on accroche tout de suite. Il y a une rencontre, voilà, début janvier 2020, premier entretien. Et tout de suite, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de connexions, qu'on a une vision assez commune. Il faut savoir que Shapka a été créé il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Geoffroy Bonnet-Aymar au départ, il s'est associé avec un informaticien brillant, polytechnicien qui s'appelle Éric Moreau. Les deux sont toujours dans la société, puisqu'en fait Shapka a été revendu il y a 5 ans à un groupe qui s'appelle AON, qui est un courtier qui fait plein de choses à travers le monde, depuis le matériel roulant de la SNCF, puis du dommage pour des entreprises internationales. Et donc, Shapka a intégré E.ON et Geoffroy et Eric ont décidé de me faire confiance. Pour la petite histoire, j'ai signé le contrat le 12 mars et je suis rentré chez Shapka le lundi 16 mars, veille du premier confinement. Je suis passé entre le papier peint et le murin, comme on dit, mais ça a été 2 mois un petit peu compliqués, évidemment, jusqu'au 11 mai où le confinement s'est un petit peu ouvert. Je crois que j'ai découvert mes derniers collègues en septembre 2020. La maison, c'est 55 collaborateurs. Alors, comment on passe du voyage à l'assurance voyage? Encore une fois, c'est une rencontre. C'est pas simple, parce que l'assurance voyage, le courtage, c'est un métier certes parallèle, mais avec des codes qui sont différents. Et puis, j'ai trouvé ma place petit à petit au sein d'une équipe. Les équipes ont évolué, bien évidemment. Les produits ont évolué et très rapidement, en courant été 2020, il a fallu intégrer des garanties Covid. Ça a été le travail d'une équipe de production qui a fait un gros boulot et qui continue à le faire, de négocier avec l'assureur, puisqu'en fait, on est courtier, comme tu le disais. Le courtier, il intervient entre l'assureur et l'assuré. Alors, l'assuré peut être en B2B, donc business to business avec une agence de voyage, ou en B2C avec des clients. Il faut savoir que Shapka a assuré en 2023 un peu plus d'1 200 000 personnes qui sont parties à la fois en voyage au Japon,
mais qui sont aussi partis sur des tours du monde ou qui sont partis sur les permis vacances-travail, les fameux Working Holiday Visa qui ont beaucoup d'activités actuellement, puisqu'il y a énormément de jeunes qui, quand ils finissent leurs études, partent sur des Working Holiday Visa. Je suis jaloux. J'aurais aimé, il y a 30 ans, plus de 30 ans même maintenant, quand j'ai commencé, finissant mon BTS, me dire « Tiens, je vais partir au Japon pendant 1 an ». Ça n'existait pas à l'époque. C'était pas dans le mode de pensée. Et toute la jeune génération maintenant qui sort de l'école, ils n'ont qu'une envie. Ils ont bossé dur dans leurs écoles de commerce, dans leurs écoles de marketing, dans leurs écoles d'ingénieurs, dans leur prépa. C'est de partir 1 an à la découverte. Alors évidemment, des axes comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont encore plus majeurs que le Japon. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, il y a encore une fois une passion pour cette destination. Et donc mon rôle, il est d'accompagner les équipes commerciales, d'accompagner notre service client, qui répond aux clients au téléphone en différentes langues, pas encore en japonais. Mais on sert, comme je disais, un peu plus d'1 million de personnes à travers l'Europe, puisqu'on opère sur le marché européen avec des partenaires qui vont proposer de l'assurance. Donc mon job, c'est d'aller trouver des clients, c'est d'accompagner, c'est de faire une soirée avec un partenaire pour inciter les clients à aller sur un voyage, c'est d'aller sur un salon, c'est d'aller sur une soirée. On a participé, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur YouTube. Ça s'appelle Beyond, Oser l'aventure, avec vraiment des fans d'aventure, notamment un monsieur qui se prépare au Vendée Globe. On n'est pas très loin de la mer à La Rochelle ici. Et donc, voilà, on aime bien sortir du cadre. Parler d'assurance, c'est pas ce qui fait rêver. On va être très clair, on va en parler un peu plus techniquement. Mais nous, on aime bien le voyage chez Chapka. D'ailleurs, pourquoi Chapka? Parce que c'est un nom court, international et associé au voyage. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles Geoffroy et Eric ont choisi ce nom. Et puis, petit à petit, on développe des nouvelles compétences, on apprend des nouveaux domaines d'activité. Il n'y a pas que le traditionnel voyage, je visite aussi des hôtels pour pouvoir proposer de l'assurance annulation aux clients des hôtels. On en parlait tout à l'heure en amont d'accompagner des cabarets pour là aussi couvrir l'artiste qui va venir, s'il a un pépin de santé, pouvoir être assuré. Donc c'est un domaine assez large, et c'est ce qui est intéressant dans mon job au quotidien, c'est que je ne me cantonne pas à un type d'assurance, mais à très large. Je vais voir un office du tourisme, je vais voir une agence au pair qui s'occupe d'accueillir des jeunes pour apprendre le français, pour travailler dans une famille. Donc voilà, c'est un métier large. On a la chance d'être adossé à un grand groupe. Ça facilite la vie, mais on a la chance aussi chez Chapka d'avoir un service communication qui est hyper présent, et c'est vrai que à travers le partenariat qu'on a avec Campay et avec Keikaku, on le développe. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que voilà, nous on aime parler de voyage, on aime accompagner les voyageurs, on aime accompagner des jeunes qui partent à travers le monde découvrir une destination ou des destinations. Donc c'est ce qui fait le sel de mon métier au quotidien. Alors tu disais que l'assurance, c'est pas passionnant, pourtant c'est essentiel dans le cadre d'un voyage. Donc ce qui intéresse beaucoup nos auditeurs, c'est le voyage au Japon, évidemment. Et on sait tous qu'il faut être rassuré, ou en tout cas, c'est peut-être dans l'inconscient collectif et on ne sait pas forcément trop pourquoi. Donc ta présence, elle est hyper intéressante aujourd'hui à ce titre. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un petit peu pourquoi une assurance, c'est très important dans le cadre d'un voyage au Japon? Quelles sont les différences justement entre assurance annulation et assistance? On se dit tous qu'on est couvert avec nos cartes bancaires, qu'elles soient premier, gold ou même pas. À quoi sert une assurance quand on part au Japon? Alors, une assurance, quand on part au Japon, elle sert à se protéger contre les aléas. Une fois qu'on a dit ça, tu l'as dit, il y a 2 types d'assurance. Il y a l'assurance annulation et l'assurance assistance. L'annulation, elle intervient en amont du voyage. J'achète aujourd'hui un voyage pour partir courant 2025, voir les cerisiers en fleurs. Et puis, je vais me garantir sur un aléa qui peut m'empêcher de voyager. Qu'est-ce que c'est que cet aléa? Alors, c'est très principalement des aléas médicaux. J'ai un pépin de santé juste avant le départ, je me casse une jambe, j'ai une otite qui m'empêche de voyager, j'ai une maladie, la Covid en est une, c'est couvert, qui m'empêche de voyager. Donc j'ai un certificat médical qui va justifier que je ne peux pas voyager. Donc là, effectivement, je vais présenter à l'assureur ce certificat avec les documents de facturation, la facture de base de quand j'ai acheté mon voyage, ma facture d'annulation avec les frais que les partenaires auront retenus pour payer leurs frais, et puis je vais présenter ça à l'assureur. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est l'assistance.
Et pour le Japon en particulier, l'assistance, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que les coûts de santé au Japon, ils sont chers. Alors, ils sont plus chers qu'en France, d'une part. Et puis, en France, on a oublié le coût de la santé. J'insiste toujours là-dessus, parce qu'on a la chance d'être dans un pays, même s'il est critiqué. Et pour avoir vécu à l'étranger, je peux vous dire qu'on a de la chance de vivre en France. Mais on a un service de santé qui fonctionne plutôt pas mal, avec des équipes qui sont à disposition. Et quand on arrive à l'hôpital, on présente sa carte vitale, sa mutuelle, et très souvent, on ressort, on n'a rien payé. Et on a perdu le sens du coût de la santé en France. Quand on part en voyage, si vous avez un pépin de santé, on ne va pas vous demander la carte vitale, on ne va pas vous demander votre mutuelle, on va vous demander votre carte bleue. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Il y a eu un cas il y a 2 ans en Thaïlande, un touriste anglais qui avait un gros pépin de santé, qui s'est pointé dans un hôpital. L'hôpital l'a refusé et malheureusement, la personne en est décédée. Donc, sans aller dans ces extrêmes, il faut vraiment avoir en tête que le coût de la santé est très important et qu'un petit pépin peut se révéler être un énorme consommateur de budget. Une simple chute avec une fracture en allant à Nara, en allant à Kyoto ou en descendant les pistes à Sapporo, je me fais une clavicule, le transport vers l'hôpital, les coûts de radio, de plâtre, les médicaments, on va parler de plusieurs milliers d'euros. Et donc là, effectivement, le fait d'être assuré fait que l'on va être couvert. Donc, l'annulation en amont, l'assistance, et comme tu disais, on a l'impression d'être couvert. Oui, c'est pas faux. Il faut l'avoir aussi en tête, et c'est ce qu'on dit, nous, quand un de nos clients dit « Ah oui, mais j'ai une carte bleue, je suis couvert. » Oui, mais comment? Allez vérifier. Et ça, c'est extrêmement important de regarder ce qui est couvert. Alors évidemment, quand on signe dans une banque, quand la banque nous donne, entre guillemets, parce qu'on la paye, nous donne une carte bleue, une Visa Premier, on ne vérifie jamais les conditions générales. Personne ne le fait jamais. On le vérifie quand on en a besoin. Et donc, il faut aller regarder plusieurs niveaux de garantie. D'abord, il faut aller regarder quel est le montant qui est assuré en annulation. Très souvent, mais là, chaque banque va décider pour chaque niveau de carte ce qu'elle va mettre. Il n'y a pas un contrat Visa mondial. Chaque banque, que ce soit X, Y, Z, pour ne pas citer de nom, va décider, pour l'annulation, je vais mettre tel niveau. Pour l'assistance, je vais mettre tel niveau. Et puis, telle garantie, je ne vais pas la mettre parce qu'ils cherchent à réduire le coût de la carte dans leur budget. Donc, le coût de l'annulation, ça, c'est un premier point. Souvent, l'annulation est garantie jusqu'à 5 000 € par personne. Ça va vite, 5 000 € par personne. Vous prenez une classe affaires sur Air France, Japan Airlines, All Nippon Airways ou une compagnie comme Cathay ou Emirates pour aller au Japon, vous allez flirter avec les 5 000. Et puis, vous allez passer 15 jours minimum au Japon. Ça, c'est un avis personnel. Pour moi, le Japon, d'y aller 10 jours, c'est un peu une hérésie. On va faire un Tokyo-Kyoto. On aura vu un tout petit bout du Japon, mais on n'aura pas découvert ce qui fait l'essence de ce pays sublime. Et donc, 15 jours, 3 semaines au Japon, c'est du budget. Donc, effectivement, les 5 000 €, on les a vite atteints. Et si on annule, la banque elle s'arrêtera à 5 000 €. En l'occurrence, nous, on a des garanties qui montent jusqu'à 15 000 € par personne, ce qui permet d'être couvert à ce niveau-là. Deuxième élément, ce sont les frais médicaux. Donc, je vous disais, ça peut monter très très vite. On a eu un rapatriement pour 2 personnes qui avaient eu un grave accident de voiture. Ça a coûté 270 000 €. Donc, $250 000, ça commence à faire un petit peu de budget. Et donc, effectivement, les cartes vont couvrir jusqu'à 100, 120, 150, 200. Là aussi, il faut vérifier ce point-là. Ça, ce sont les 2 points principaux. Il y a un autre point qui est important, c'est qui est-ce qui est couvert. Les cartes bancaires vont couvrir le porteur de la carte ainsi que les membres du foyer fiscal. Faisons simple, mon épouse, notre fille, nous sommes couverts. Nous partons au Japon, j'achète avec ma carte, je suis couvert, nous sommes couverts. Je décide qu'une amie de notre fille vient avec nous, elle n'est pas couverte, elle ne fait pas partie du foyer fiscal. Dans le contrat que l'on propose, dans les contrats qu'on propose, ce sont les personnes qui sont inscrites au contrat qui vont être couvertes. Et donc, effectivement, je peux partir avec la copine de notre fille et elle sera couverte en annulation et ou en assistance. Ça, c'est un élément important. D'autres garanties qui sont en général pas couvertes par les cartes bancaires, c'est l'interruption de séjour.
On a eu le cas, alors pas sur le Japon, mais c'est sur les Himalayas, une personne qui faisait le tour des Himalayas qui s'est fracturé le genou au bout de 5 jours. Hospitalisation et donc rapatriement. Mais elle devait partir 3 semaines. Elle a perdu 15 jours de séjour, de rando. La carte bancaire ne l'aurait pas remboursé sur ce qu'on appelle l'interruption de séjour. Nous, on va le rembourser. Il y a un montant maximum de 7 000 €, mais ça permet de récupérer une partie des prestations non utilisées. Autre cas qu'on a mis en place, c'est la suppression des congés par le patron. Il y a certains patrons qui ne sont pas très sympas. Hein. Alors, je pose mes vacances aujourd'hui. Mon patron me dit « Yann, c'est OK, tu peux y aller. Je réserve mon voyage au Japon avec Keikaku. » Et puis, une semaine avant le départ, il me dit « Yann, je suis désolé, tu pars pas. Il manque trop de personnes, donc tu restes là. Je te supprime tes vacances. » Ça pique, évidemment, mais ça pique encore plus quand on a mis 5, 6, 7, 8, 10, 12 000 € de budget pour ces vacances. Mais là, avec la carte bleue, vous ne serez pas remboursé. Avec les assurances que propose Chapka, vous serez remboursé. Voilà. Donc, ce sont des exemples qui sont importants. Je pourrais détailler encore plus, notamment par exemple sur les garanties pour les bagages. La carte bleue va vous couvrir de l'ordre de 800 à 1 000 € sur l'année et uniquement pendant le transport aérien. Dans les garanties Chapka, vous allez être couvert jusqu'à 2 000 €, mais également pendant le voyage. C'est-à-dire que vous faites voler votre bagage ou il est endommagé lors d'un transfert, vous allez pouvoir être remboursé. Comme je le disais, Chapka, on est basé en France et c'est important aussi d'avoir à l'esprit que en fait, nos équipes gèrent à la fois la gestion de l'annulation avant le départ, une fois que le client a annulé. C'est nous qui reprenons la main et qui discutons avec l'assuré. Mais par exemple, pour d'autres garanties, ça va être l'assisteur. L'assisteur, c'est l'assureur derrière. AXA, par exemple, qui est un des assureurs avec qui on travaille, qui va gérer si vous êtes pendant le voyage en galère, pour utiliser un mot Jones, eh bien effectivement, là c'est l'assisteur qui va prendre en charge. Mais nous, on va s'occuper en amont de l'annulation et on est basé à Paris et les équipes sont basées à Paris. Notre call center, il est basé à Paris. Ça veut dire qu'on n'est pas déporté sur un call center dans un pays exotique avec une qualité de service qui est moindre, soyons très clairs. Et pour moi, commercialement, tu me demandais mon job au quotidien, mais j'ai parfois des partenaires qui m'appellent en disant « Tiens, j'ai un client qui a annulé, il a déposé et il a besoin d'explications. » Moi, je traverse juste le bureau, je vais voir Amandine avec les équipes du service client et du service sinistre, et puis on regarde le dossier ensemble et on peut répondre. On gagne en lisibilité, en réactivité, en humanité. J'insiste encore une fois, je suis un petit peu lourd, mais c'est vrai que cette relation humaine, elle est extrêmement importante. Alors on va parler du Covid évidemment, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, là, quel voyage. C'était quand même une période assez compliquée, j'imagine que tu l'as vécu en première ligne, et puis a fortiori au Japon, nous ça a duré très longtemps, ça a duré 2 ans et demi, avec une réouverture progressive. Outre, voilà, tu l'as abordé un petit peu, l'assurance dans le cadre du Covid. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Covid dans le milieu de l'assurance voyage? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment au Japon. On parle du prix, même si le yen est plus faible, le prix des billets d'avion, par exemple, tu en parlais tout à l'heure. Mais est-ce que dans la démarche, on va dire, du voyageur, est-ce qu'il y a eu une évolution dans la demande et puis dans l'offre? Est-ce qu'il y a plus d'annulations qui sont gérées par Chapka en tant qu'assureur? Et puis, on parle beaucoup là dernièrement, c'est peut-être un petit peu moins le cas récemment ceci dit, mais depuis le Covid, des retards ou des annulations de vol ou des changements de programme de vol, peut-être un petit peu liés aussi à la guerre en Ukraine. Est-ce que ça a un impact sur vous? En gros, entre avant et après Covid, c'est-à-dire cette période de 2 ans et demi de fermeture des frontières japonaises, comment a évolué l'activité et la réponse client? Alors, il y a eu plusieurs périodes. Il y a d'abord eu Covid. Alors, j'étais en première ligne, mais j'étais en première ligne cachée, parce que comme je t'ai dit, moi, je suis rentré le lundi 16 mars, mais je peux dire que les équipes Chapka, ils ont marné, ils ont bossé très, très dur, et vraiment un grand chapeau à la fois aux équipes de service client, de sinistre et de production qui gèrent la relation avec les assureurs. Service client, service sinistre, parce que ils prenaient les appels de tous ceux qui étaient en préparation de voyage ou ceux qui étaient en voyage. Et en fait, on a des assureurs qui nous ont accompagnés pour rapatrier les clients et prendre en charge les billets d'avion. On parle de plusieurs millions d'euros de coûts de billets d'avion pour rapatrier des jeunes qui étaient
ou de moins jeunes d'ailleurs, qui étaient au Japon, mais aussi dans tous les pays du monde. Donc ça a été cette première période. Deuxième période, ça a été l'équipe production qui, là aussi, s'est fait quelques cheveux blancs et a bossé très très dur pour développer des garanties Covid. Parce que c'était demandé par le marché, et je peux dire très clairement que les assureurs n'étaient pas fans de rajouter une garantie sur une épidémie, parce qu'évidemment, normalement, les épidémies sont exclues. Donc il a fallu racheter des garanties épidémies. 2020, évidemment, l'activité elle a été divisée par deux, soyons très clairs. Et encore, Chapka, on s'en est pas trop mal sorti, puisqu'il y avait déjà eu les 2 premiers mois et demi d'activité. Et puis, on a vu un peu d'activité entre les confinements 2020, 2021. Bon, voilà, c'est reparti petit à petit. 2021, une année qui était en berne, mais en progression par rapport à 2020, mais moins que 2022, bien évidemment. Que 2019, pardon. Et puis 2022, où on a vraiment senti un redémarrage. Lié, tu le disais, au coût des billets d'avion. Alors, il y a eu une période 2022, a vraiment été le cas, c'était le revenge travel. Il fallait voyager et les gens qui n'avaient pas pu dépenser leur argent en 2020-2021 l'ont dépensé en 2022. Donc oui, on a eu très clairement une hausse de l'activité. Et comme les billets d'avion ont augmenté, là, les dernières études de IATA parlent de l'ordre de 50% d'augmentation des billets d'avion 2023 versus 2019. Et puis 2024, ça ne s'est pas amélioré. Il y a quand même une réduction de la capacité, évidemment, en 2020 jusqu'en 2023. Là, globalement, toutes les compagnies aériennes en 2024 commencent à revenir à des niveaux d'activité à peu près équivalents. Par contre, leurs flottes ont relativement pas beaucoup évolué depuis la crise Covid, ce qui fait qu'il y a encore pas mal d'aéroports, notamment en Australie, dans le centre de l'Australie, où il y a des carcasses d'avions, des avions qui sont en train de rouiller au soleil, parce qu'ils n'ont pas encore été remis en vol. Ils ne le sont probablement pas, puisque 5 ans en avion qui ne roule pas, qui ne vole pas, ça peut pas fonctionner. Donc, il y a eu ces plusieurs périodes. D'abord la crise, la création de nouvelles garanties, puis la partie revenge travel. Et là, on voit à travers ces périodes une augmentation de l'intérêt pour l'assurance. Ça, c'est indéniable. Alors, il y a eu un pic 2021-2022, évidemment. On a vu des taux de souscription, c'est-à-dire qu'il y avait un client sur 2, parfois même plus, qui achetait de l'assurance. Bon, ça s'est un petit peu calmé. On est revenu à des niveaux à 1 sur 4, 1 sur 3. Tout dépend des produits, tout dépend des destinations. Un Français qui va en France va acheter de l'assurance annulation. Un Français qui va au Japon va probablement et très sérieusement penser à son assurance en mode multirisque. Annulation avant le départ, assistance pendant le voyage. Et comme je le disais tout à l'heure, le coût de la santé au Japon étant ce qu'il est, évidemment, quand on achète un voyage au Japon qui est un certain budget, on est prêt à mettre quelques centaines d'euros en plus pour avoir cette garantie. C'est pas un souci. C'est pas un souci, très clairement. Il n'y a pas plus d'annulation au Japon que dans d'autres pays. Les taux d'annulation restent dans les mêmes niveaux. Il n'y a pas plus d'assistance. Par contre, effectivement, quand il y a une assistance, ça peut avoir des conséquences budgétaires assez importantes. Mais ça reste un pays relativement maîtrisé. C'est un pays qui est très civilisé. Enfin, voilà, on peut voyager au Japon seul. On peut prendre un Shinkansen. On peut vraiment être en sécurité. Dès qu'il faut sortir des villes, il faut être accompagné. Ça, c'est un avis personnel. Mais là, je laisse les spécialistes de Kampei et de Keikaku en parler. Mais c'est vrai que l'accompagnement, pour moi, il faut sortir des villes. Le Japon est vu comme une destination citadine. Il y a tellement de belles choses à voir au Japon en dehors. Alors, justement, peut-être plus précisément sur le Japon, mais ce qui nous intéresse là, c'est de savoir quelles sont les destinations les plus demandées, les plus souscrites chez Chapka. Pas forcément pré- et post-Covid, mais en ce moment. Et est-ce que le Japon est un fort pourcentage de votre catalogue dans les demandes clients, ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment une destination mineure ? Alors, ça dépend des partenaires. Parmi nos grands partenaires, on a beaucoup de voyagistes qui vont de la France et l'Europe. Donc, évidemment, la part Japon est nulle chez eux. Mais on a des spécialistes Japon. Et là, effectivement, c'est en forte croissance. À la fois parce que il y a, comme je le disais, l'aérien qui a augmenté, et puis le coût de la vie, l'inflation a naturellement augmenté, pas seulement au Japon. Mais il y a une vraie attirance pour les voyages long courrier. Je pense que le Japon, il y a plusieurs clientèles. Il y a évidemment des primo-voyageurs. Mais quand on est primo-voyageur, est-ce qu'on va réellement vers le Japon ? J'en suis pas totalement sûr. On a déjà voyagé avant en Asie vers d'autres destinations. Mais ça peut être une destination de primo-voyageurs.
Néanmoins, de mon expérience à travers ma petite carrière professionnelle, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on va au Japon, c'est quasiment le voyage d'une vie. Sauf qu'une fois qu'on y est allé, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Mais on place le Japon quelque part, je vais faire un parallèle un petit peu carnassier, en haut de la chaîne alimentaire. Pour moi, il y a deux voyages dans une vie. Il y a l'Égypte, il y a l'Inde, et le Japon se positionnait après ces pays-là. Mais clairement, après avoir découvert le Japon au début des années 2000, au travers des voyages que j'ai pu faire avec Asia, c'est un pays qui est extrêmement attachant en termes de services, en termes de population. J'ai une anecdote d'un de mes collègues qui n'était pas particulièrement motivé par aller au Japon, mais son épouse l'était fortement, et ces deux jeunes filles qui avaient une petite dizaine d'années à l'époque poussaient énormément pour le Japon à travers la culture manga dont elles étaient imprégnées. Il est allé au Japon, il est revenu fan. Mais alors ses filles sont revenues encore plus fans du Japon, parce qu'elles apprennent maintenant le japonais. Et il y a une vraie volonté, une vraie envie d'y retourner. Et parmi les voyageurs que je peux croiser au travers des salons, des soirées que je peux faire, tous me disent ça a été un choc. Un vrai choc culturel. Vrai choc culturel parce que on avait des images préconçues de villes surpeuplées, où tout va très vite. Et puis on a découvert des paysages sublimes. Et je trouve que l'Office du tourisme du Japon accentue pas suffisamment sur cette découverte naturelle. Une qualité de service qui pour moi reste l'une des meilleures en Asie. Une nourriture qui va bien au-delà des sushis, des sashimi qu'on peut trouver en Europe. Voilà, il y a tellement de choses à découvrir d'un point de vue gustatif. Et puis, je parlais de Sapporo parce que j'ai eu l'occasion de découvrir quand j'étais pour Club Med en Russie, ces paysages de montagne, ces paysages du sud tropicaux. Là aussi, grande surprise. Et puis un tourisme d'histoire. Avec évidemment Hiroshima, ça reste une émotion. Enfin, je crois que le prix de Nobel de la paix a été attribué aux survivants d'Hiroshima. Enfin, dirais-je, pour leur action, pour en finir avec les armes atomiques. Mais c'est vrai que tous ces aspects de la découverte du Japon, on n'en a pas forcément conscience. Oui, on a le mont Fuji. Oui, on a les différents quartiers de Tokyo. Oui, on a Kyoto, on a quelques images de Kyoto. On a Hiroshima, mais derrière, on prend vraiment, excusez-moi l'expression, en pleine figure, une diversité de découvertes qui est absolument extraordinaire. Alors on parle beaucoup du voyage, et c'est normal, parce que c'est notre sujet principal, mais tu parlais tout à l'heure des PVT, donc des visas vacances-travail. Est-ce que Chapka vient couvrir aussi des voyages plus longue durée? Outre le PVT, on a le visa étudiant au Japon, on peut avoir, alors pas trop les stages, mais un peu des visas de travail. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous couvrez? Et si oui, quel est l'intérêt? Là, on va vraiment sortir un peu du travail pour cette question, d'être bien couvert en assurance. Alors c'est vrai que pour les PVT, pour les étudiants, pour les jeunes qui vont faire des stages au Japon, pour les jeunes qui vont partir en tour du monde et qui vont faire une escale au Japon, je parlais de au pair tout à l'heure, ou pour ceux qui vont faire une mission de travail au Japon, la problématique elle est la même. S'il y a un pépin, il faut pouvoir être couvert parce qu'encore une fois, les coûts de santé sont extrêmement importants. C'est vraiment l'idée principale. Donc pour un étudiant qui va partir pour 6 mois, pour un jeune qui va en PVT sur le Japon, il faut pouvoir être couvert en frais de santé. Je ne vais pas dire qu'il y a plus de sinistralité sur des jeunes qui partent en PVT que sur un vieux monsieur comme moi qui part faire un voyage touristique. Néanmoins, il faut être couvert. Donc, ça va du problème dentaire, du problème de santé. On parlait de Covid, mais d'une simple grippe. Quand on est malade à l'autre bout du monde, c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes repères. Donc on a besoin d'être accompagné. Et d'ailleurs, on a développé depuis 2 ans, et là je fais un petit big up pour les équipes Chapka Marketing d'Elena. Il y a eu un développement sur la partie application. Donc il y a une application Chapka, quand on achète un contrat, on reçoit son contrat. À mon époque, on imprimait le contrat papier qu'on gardait dans la poche avec son passeport. Puis quand on avait un problème, on essayait de retrouver le papier. Et puis, bon voilà. Maintenant, on a tous un téléphone greffé à la main. Est-ce que c'est un bien ou un mal? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on a développé cette application et le client, il a son contrat. Et il peut
appeler, d'abord faire de la téléconsultation, type rendez-vous, je vais citer une marque, Doctolib, pour être accompagné. Ben ça, quand on est étudiant, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que si on est malade, la première réflexe, c'est d'appeler papa-maman. Donc on met les parents en stress, surtout maman en général. Et puis, on est un peu paumé. Donc effectivement, le fait d'avoir une téléconsultation, déjà, on a rendez-vous avec un médecin francophone qui va nous dire, ok, voilà, ça peut être ça, et qui va diriger la personne. Et ça, vraiment, quand on est sur un séjour longue durée, encore une fois, tour du monde, working holiday visa, les étudiants ou un simple voyageur, le fait d'être réassuré par un assureur, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a pas plus de bobologie au Japon, il n'y a pas plus d'événements, de sinistres au Japon, encore une fois, que par rapport à un autre pays. Il peut arriver un pépin dans n'importe quel pays. Je suis sûr qu'il y a des étrangers qui viennent à La Rochelle et qui tombent dans le port un soir de fête du Stade Rochelet, ça doit arriver. Mais il n'y a pas plus de problématiques sur le Japon. Donc effectivement, la personne qui va partir doit être couverte. De toute façon, souvent sur les stages étudiants et sur les PVT, donc les Working Holiday Visa, pour obtenir ce visa, il faut avoir une assistance médicale, une assurance santé. C'est obligatoire dans beaucoup de pays. Et il est évident quand on part 3 mois, 6 mois, 1 an, il y a plus de fortes chances qu'il arrive un petit pépin. Donc effectivement, cette garantie, elle est extrêmement importante. Donc de la même manière que du travel pur, je veux m'assurer parce que je pars 15 jours au Japon, je veux m'assurer parce que je pars faire 3 mois d'immersion au Japon, 6 mois de stage dans une entreprise, ou je pars 1 an en PVT, il faut être couvert. Et là, on a des solutions qui sont proposées. Mais de la même manière, pour une entreprise qui envoie un collaborateur à l'étranger, il faut que cette entreprise ait une couverture de santé pour la personne, parce que s'il arrive un pépin, c'est sa responsabilité de couvrir le collaborateur, il est en mission. Juste un petit rappel par rapport au long séjour, et on parlait des cartes bleues tout à l'heure. Ah oui, mais je suis couvert, j'ai ma carte bleue. Oui, mais la carte bleue elle couvre au maximum 3 mois. De la même manière, la caisse primaire d'assurance maladie, si vous partez plus de 3 mois, vous n'êtes plus couvert. Donc ça, c'est un élément important. Je vais encore dire la jeune génération, mais il n'y a pas que des jeunes qui partent faire des tours du monde, on le voit. Il y a de plus en plus de personnes qui, à un moment de leur vie, parce qu'ils ont eu une césure, un travail qui s'est mal passé et qu'ils ont besoin de changer, ou un événement familial qui fait qu'ils ont besoin de sortir et de se changer les idées, ils partent sur un tour du monde, j'ai plusieurs exemples en tête. Il faut être couvert, tout simplement, parce que quand on part, même avec un sac à dos, faire une traversée de l'Asie et qu'on va prendre un ferry depuis la Corée pour aller sur Corée du Sud, bien évidemment, pour aller sur le Japon et qu'on va remonter du sud vers le nord à des coins du Japon en mode backpacker, sac à dos, il faut être couvert parce qu'il peut arriver un pépin. Alors on va parler de ta relation plus personnelle peut-être avec le Japon. Tu l'as déjà évoqué à plusieurs reprises pendant l'entretien. Tu es parti très tôt au Japon, à la fin des années 90. Au début des années 2000. Je suis rentré chez Asia en 98 et j'ai plus la date de mon premier voyage, mais je vais dire 2001-2002, dans ces périodes-là. Alors, tu es parti combien de fois au Japon? Et puis, quelles sont les destinations que tu as parcourues? Et est-ce que tu as des recommandations, que ce soit lieux justement ou autres, peut-être gastronomiques ou, alors tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais aller plus en profondeur peut-être sur ton expérience personnelle du Japon. Alors j'ai eu la chance d'aller 3 fois au Japon, mais je n'y suis pas allé à voyage personnel. Et c'est quelque chose qui fait partie de ma bucket list. J'y suis allé à voyage professionnel. Comme je le disais, j'ai travaillé pour Asia, et donc effectivement, Asia organisait des voyages de formation, ce qu'on appelle des éductours dans le monde professionnel. Donc on invite des partenaires à aller découvrir la destination pour pouvoir mieux vendre. Ce que je disais tout à l'heure, on ne vend bien que ce qu'on connaît. Donc j'ai participé à des voyages très clairement Tokyo, Kyoto, Nara, avec un petit faible pour Nara, découverte le matin. Alors ça fait un peu cliché, mais avec une brume qui se lève, d'être dans la forêt de Nara, c'est voilà quelque chose de magique. J'aime bien trottiner. Je fais un peu de course à pied pour essayer de m'entretenir vu mon grand âge. Et c'est vrai que j'ai souvenir à Kyoto d'un footing le matin. J'avais pas très longtemps, j'avais 45 minutes. Je me suis perdu. Et alors ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Ça fait sourire. Oui, on a plein de guides. Oui, on a nos téléphones. Mais s'il vous plaît, quand vous partez à la destination, que ce soit à Kyoto, à Tokyo, mais quelle que soit la ville où vous allez, si vous allez simplement marcher, je ne parle pas de faire un footing ni même un marathon,
le Japon étant une destination marathon extrêmement connue avec des grands marathoniens, perdez-vous. C'est le meilleur moyen de découvrir, en fait. Et ça, c'est quelque part un tips de voyageur, c'est sachez lâcher prise. Sachez lâcher prise. C'était pas facile, celle-là, excusez-moi. Vraiment, laissez-vous aller. Voilà, je vois une personne que je remarque. Alors au Japon, c'est parfois relativement simple parce que c'est vrai que la culture de l'habillement, on va passer de l'homme d'affaires, en tout cas de l'homme de bureau administratif extrêmement codé, costume, à évidemment des costumes un peu plus hétéroclites qui peuvent surprendre. Mais j'avais l'habitude de dire, ben voilà, là je suis ce monsieur-là, s'il va à gauche, je vais à droite. Et puis là, cette dame-là qui est une des cheveux roses avec un mode un peu punk, elle part à droite, bon ben je pars à gauche. Et puis ben, je me perds, forcément. Puis à un moment, on se retrouve facilement. Et encore une fois, aucun problème de sécurité au Japon. Alors ça aussi, c'est un élément important. Et c'est vrai que ce souvenir de ce footing à Kyoto le matin, c'est le meilleur moment pour courir. Bah, ça reste un moment gravé. Et puis, de croiser, je ne parle pas japonais, absolument pas, mais de croiser des regards. Évidemment, je suis un long nez, je suis un occidental. Évidemment, un occidental qui va courir le matin, ça attire l'œil. Surtout que bah voilà, j'ai des chaussures qui doivent être flashy, un short pas mieux, et je ne vous parle pas du t-shirt. Mais ça attire l'œil. Et c'est là où, encore une fois, sans un mot, juste un regard. Et on sent vraiment une reconnaissance. On vous regarde comme quelqu'un qui a fait l'honneur au Japon et aux Japonais de venir dans le pays. Et simplement un petit regard, une inclinaison de la tête, voilà, c'est magique. Après, encore une fois, ça va faire cliché, mais quelle technologie le Shinkansen! Waouh! C'est vraiment bluffant. Et puis, prenez les transports à Tokyo. Alors évidemment, moi, je voyage un petit peu, je prends les transports dans beaucoup de villes. Alors, Paris est un exemple, mais Londres, Moscou. Alors les Londoniens savent faire la queue, mais les Japonais aussi. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais personne qui va se planter devant la porte du métro. On va se ranger sur le côté, on va laisser gentiment les gens sortir, et puis on va rentrer. Essayez de faire ça à Paris. Ça va être une autre histoire, mais je suis sûr que vous essayez de faire ça dans un bus à La Rochelle, à Lyon, à Toulouse ou ailleurs, c'est la même chose. On n'a pas cette culture. Donc le choc des cultures, il est là aussi. Évidemment, aller au Japon sans voir le mont Fuji, c'est un élément incontournable. L'OMS, qui est l'organisme, pas l'OMS, l'OMT, l'organisme mondial du tourisme. L'OMS, c'est celui de la santé, on en a beaucoup parlé avec le Covid, pardon. Mais l'OMT estime que 95% des personnes vont sur 5% du territoire mondial. Évidemment, quand on vient au Japon, on va voir le mont Fuji. Quand on vient à Paris, on va voir la Tour Eiffel. Quand on vient à La Rochelle, on va voir le Vieux-Port. Mais encore une fois, mon conseil, c'est de sortir, c'est d'aller plus loin. J'ai un souvenir d'avoir fait visiter le marché, mais j'ai oublié le nom. L'un des marchés aux poissons de Tokyo. Tsukiji, peut-être. Il me semble que c'est ça. Le matin. Et ce sont les mines de Rungis à Paris, avec une activité qui est codée, organisée. Et là aussi, c'est un élément. Et j'ai souvenir, on parlait de gastronomie, d'avoir mangé des soupes de poisson le matin. J'avais pas forcément envie d'une soupe de poisson petit déjeuner. On va être totalement transparent. Un mélange de poisson et de poulpe où j'en garde un très bon souvenir gustatif. Voilà. Donc des expériences. Et puis je vous le disais, avec le Club Med, le Sapporo, le ski. Alors pour ceux qui aiment le ski, franchement, partez en hiver, faites-vous une petite excursion au départ de Tokyo pour aller à Sapporo, ne serait-ce que 2 jours. Mais alors encore une fois, la qualité de la neige. Je n'ai jamais rencontré, je suis un skieur, annuellement je vais skier dans les Alpes françaises principalement, mais pas que, dans les Pyrénées également, mais j'ai jamais rencontré une poudreuse de cette qualité. Alors, je ne vous parle même pas des services. Au Japon, j'ai vu des personnes sur les pistes de débutants qui sont là pour aider les débutants à se relever quand ils tombent. C'est assez génial parce qu'évidemment, voilà, on est sur une piste verte. Alors, ils n'ont pas des grands domaines skiables, ça c'est vrai. C'est pour ça que passer une semaine à skier, c'est peut-être un peu moins intéressant. Mais je pense que dans un voyage hivernal au Japon,
qui est une autre découverte. Ça peut être un autre moyen de découvrir le Japon. Et puis le dernier point, c'est le Japon des campagnes. L'image du Japon, elle est citadine, et je pense qu'il faut sortir de ça. Et les opérateurs comme Kanpei, comme Keikaku vont proposer ce type de découverte hors des sentiers battus, d'aller dormir chez l'habitant, d'aller découvrir le Japon rural, qui est vraiment un endroit hors du temps. Et je comprends pourquoi il y a tant de centenaires au Japon. Ils ont une belle qualité de vie, au-delà de la cuisine qui est extrêmement healthy, mais ils ont une superbe qualité de vie. Et je pense que là aussi, je le disais tout à l'heure en amont, c'est que l'Office du tourisme du Japon probablement ne communique pas suffisamment sur ce Japon hors des sentiers battus. Alors on n'amènera pas des millions de touristes, et je ne sais pas l'intérêt non plus, mais pour des voyageurs épicuriens qui ont envie d'aller plus loin que les traditionnelles images du Japon, je vous les ai cités, Tokyo, Nara, Kyoto, Hiroshima, le Shinkansen, le Mont Fuji, il y a de vraies belles découvertes à faire sur le Japon. C'est vrai que tu as finalement pas beaucoup parlé de Tokyo, mais c'est pas plus mal, puisque tu as beaucoup parlé du reste du Japon et puis de l'expérience du nord, de l'expérience des campagnes. On nous cite beaucoup Tokyo, justement, et c'est intéressant aujourd'hui d'avoir cette vision un petit peu hors de la capitale. De tes expériences, ce sera ma dernière question, de tes expériences en agence de voyage, quel est ton regard sur la destination Japon, en tout cas sur son évolution? On parlait tout à l'heure d'une destination qui était passée de mineure à majeure pour l'époque. Imaginons maintenant ce qui s'est passé entre 2009 et 2023 pour le Japon. Alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais de mémoire en 2009 on devait être autour de peut-être 4 ou 5 millions de voyageurs. Entre 2019 et 2023 on est plutôt 2024 maintenant, on est autour de 30 millions par an, voire un peu plus pour cette année. Quel est ton regard avec ta carrière dans le tourisme sur ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être le surtourisme? Alors c'est aussi à ce titre qu'il soit intéressant que tu nous aies parlé des hors des sentiers battus, du hors Tokyo, du hors Kyoto. Mais voilà, quelle est ta vision des choses sur l'évolution touristique au Japon? On sort un petit peu du cadre de l'assurance, mais et sur voilà, son rapport au tourisme. Alors pour moi, il y a deux choses. Dans les 30 millions, parce que c'est les chiffres que j'ai en tête aussi qui vont au Japon, il y en a une très grande majorité. Je ne saurais pas la chiffrer, mais c'est probablement plus de 80% de ces personnes qui vont faire du business. Donc ils sont comptés comme des arrivées internationales, mais qui ne vont pas faire du tourisme, ou qui vont faire du tourisme d'affaires. Mais le tourisme d'affaires étant un petit peu différent, c'est vraiment, ils vont faire du business pour signer des contrats, pour visiter les entreprises. Voilà. C'est pas du touriste qui va à la découverte de destination. Alors ça ne les empêche pas, quand ils le peuvent, quand les entreprises le permettent, de rester 1 ou 2 jours de plus pour aller visiter. Mais ça se concentre sur les grandes capitales économiques, et ça va être Tokyo, Kyoto, Kobe, aussi, qui est une destination économiquement, et les ports du Sud. Quant au surtourisme, bien évidemment, quand vous allez à Tokyo, à Kyoto, à Nara, au Mont Fuji, oui, vous allez avoir du monde. Si vous allez au moment de la période des cerisiers en fleurs, il y a forcément beaucoup plus de monde. C'est évident. Maintenant, la présence du surtourisme, c'est un travail à différents niveaux. Premier niveau, c'est effectivement de voyager à des périodes qui sont peut-être moins les périodes de pic. Alors évidemment, vous ne verrez pas les cerisiers en fleurs, mais vous découvrez une destination probablement dans des meilleures conditions, et en plus à des budgets souvent plus intéressants, puisque la période des cerisiers en fleurs, c'est là où les prix sont les plus chers, notamment sur l'aérien, mais pas que. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est le travail des opérateurs. Alors, je parlais de l'Office du tourisme, mais des opérateurs comme Keikaku ou d'autres, de dire effectivement, vous allez arriver à Tokyo, mais vous allez pouvoir aller ailleurs. Et oui, Tokyo est un incontournable. Oui, il faut visiter les différents quartiers de Tokyo, mais encore une fois, introduisez hors sentier battu. Et la clientèle, elle est prête à ça. Ça, c'est une évidence. Troisième élément, donc je dis la période, le client est prêt à voyager, l'opérateur est prêt à développer ça, c'est évidemment impliquer les populations. Je vais parler d'un média qui s'appelle la revue Espace,
qui est une revue que j'appellerais quasiment universitaire, qui sort tous les mois et qui a vraiment des articles de fond et qui a fait un numéro spécial sur l'implication des populations. C'est vrai qu'il y a eu des événements, et je vais sortir de cadre du Japon, mais Barcelone par exemple, où les populations ont attaqué, je mets ça vraiment entre guillemets, ont jeté de l'eau sur les touristes qui étaient à prendre l'apéro. Parce qu'il y a un problème de surtourisme, parce que les hébergements, les Airbnb font qu'il n'y a plus d'hébergement à Barcelone, mais c'est le cas sur Tokyo. Et puis il y a plein de villes en France qui réfléchissent à limiter le nombre de Airbnb notamment. En impliquant les populations, on va permettre aux voyageurs, de renforcer une implantation locale, de renforcer un échange et de permettre aux populations d'être impliquées dans la découverte du voyage. Il existe des initiatives où c'est le guide local. Mais quand on dit c'est le guide local, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui sommes en mesure de faire découvrir un endroit de son quartier. On n'est peut-être pas guide professionnel, mais on va faire vivre le voyage différemment. Je fais partie de ceux qui sont restés à Paris cet été. J'ai adoré les JO, c'était génial. Je me suis investi pour aller voir 22 épreuves et j'ai rencontré des gens du monde entier qui étaient fans de Paris. Et pendant ces découvertes, alors j'ai la chance de parler plusieurs langues étrangères, pas le japonais, mais notamment l'anglais, ça aide. Et j'ai échangé avec des touristes qui cherchaient, on voudrait un restaurant français, mais pas un truc à touristes. On voudrait, où est-ce que vous allez quand vous avez envie de manger avec votre épouse? Et donc, c'est de la même manière d'impliquer les populations, quand elles le peuvent au niveau de la langue, pour pouvoir permettre une découverte hors des sentiers battus. Évidemment, le touriste, il va revenir comment? Oui, je suis allé à Tokyo, oui, j'ai vu le mont Fuji, mais j'ai rencontré une famille, j'ai dîné dans une famille, j'ai passé du temps avec un des enfants qui apprend l'anglais, qui m'a aidé, et qui m'a emmené me voir telle petite pépite, ce temple, à tel moment d'une célébration, qui m'a emmené voir un coucher de soleil qui n'est pas marqué dans les bouquins. Oui, il y a peut-être effectivement un immeuble juste à côté, mais voilà, c'est ce moment-là. Et je pense que le surtourisme, tout le monde voudra aller à Venise. Je ne suis pas fan de ces destinations, j'en suis désolé. Mais c'est vrai que ça m'arrache le cœur de voir ces gros paquebots qui traversaient la lagune. Alors, ils sont un peu éloignés maintenant. La mairie de Venise a mis en place une nouvelle taxe. Ben oui, mais parce qu'il faut réduire. Il faut réduire cet impact. Donc, c'est à nous tous, à travers un choix de période, à travers une destination qu'on va voir sur un prisme hors des sentiers battus, et puis d'accepter de ne pas cocher sur une liste. Je parlais de ma bucket list d'y aller en famille au Japon. Oui, parce que j'ai envie d'y aller pour redécouvrir la destination de manière différente, plutôt qu'avec un groupe de 10 agents de voyage dont j'ai la responsabilité. Mais l'idée, c'est aussi d'aller apporter un autre tourisme. Et cet autre tourisme, il est encore une fois dans la rencontre avec les populations, hors des sentiers battus, à un moment donné qui n'est peut-être pas la meilleure saison. Je vais me permettre de faire référence à un de mes anciens patrons, qui est le patron d'Asia, qui est Guillaume Linton. Guillaume, il dit, c'est pas la saison de la mousson, c'est la saison verte. Parce qu'effectivement, si vous allez en Inde, en Indonésie, au moment de la mousson, oui, vous allez prendre de l'eau, mais vous aurez des paysages qui seront beaucoup plus verdoyants. Et je suis complètement en ligne avec Guillaume sur ce point-là, parce qu'effectivement, c'est aussi une façon d'étaler la saison touristique et d'amener le voyageur à avoir une autre découverte que celle qu'il a sur Instagram. Parce que, effectivement, tout le monde veut se faire prendre quand on va en photo, quand on va à Santorin, tout le monde veut se faire prendre en photo avec la belle Maison Blanche, avec le coucher de soleil. Ouais, enfin derrière, il y a 50, 60, 100 personnes qui attendent pour faire la photo, juste pour « j'ai fait Santorin ». J'utilise l'expression « j'ai fait le Japon ». Non, je n'ai rien fait au Japon. J'y suis allé en tant que visiteur pour découvrir le Japon. Donc le problème du surtourisme, il a plusieurs prismes. Période, les opérateurs, les populations locales, et d'accepter de le voir différemment, et pas seulement comme il est dans le livre. J'ai sous les yeux un guide de campagne de bien préparer son voyage au Japon avec une superbe photo du mont Fuji. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Hein. Je vais être honnête. Alors, effectivement, ça fait écho aux images que l'on a à travers tous les réseaux, tous les médias. Mais il faut aussi accepter de le voir avec un petit peu de brume autour,
avec un peu de nuages, avec un peu de pluie. C'est aussi ça le voyage, c'est s'ouvrir. Je disais en amont, perdez-vous. Bah ouais, vous n'êtes pas obligé d'aller à tous les endroits où vont tous les touristes, mais changez votre point de vue. Alors Yann, est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs de Kanpai? Un dernier mot, allez au Japon. Et vraiment, la vie est courte. On a tous des exemples, hein. La vie est très très courte. Profitez-en. Vraiment, le Japon, alors que c'était une destination élitiste dans les années 2000, quand je suis allé au Japon la première fois, c'était vraiment une destination élitiste. Et j'ai souvenir de jeunes agents de voyage qui me disaient « Oh, mais je ne viendrai jamais le Japon. 1, c'est trop cher. 2, c'est que des vieux qui y vont. » C'est faux. C'est faux. La destination s'est démocratisée. Ça reste un budget parce que l'aérien et la crise en Ukraine fait que les vols sont plus longs. Donc effectivement, les billets coûtent plus cher. Mais aller au Japon, c'est une destination qui est vraiment envoûtante. On ne va pas repartir au début, mais voilà, la culture, les populations, les sites à la fois culturels et de paysage, l'aspect culinaire, allez-y. Et Kanpai, si je ne me trompe pas, c'est une façon de partager un verre avec ses hôtes. Kanpai à vous tous, allez-y, faites-vous plaisir. Bon Yann, je voulais te remercier pour cet entretien. On est à 1 heure en fait, on a respecté parfaitement le cadre. C'était très éclairant, d'abord ton regard et puis ces explications aussi sur le monde de l'assurance, dont on sait maintenant qu'il est non seulement important, mais enfin on sait pourquoi aujourd'hui, et pourquoi c'est très essentiel d'y penser avant de voyager. Donc je tiens à te remercier et puis également d'être venu nous voir dans nos locaux. Et puis je te dis à très bientôt, en tout cas sur Kanpai. À très bientôt, merci à tous. Merci. Retrouvez plus d'interviews Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.